Bonjour YouTube et bienvenue dans la suite de ces questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes en direct du Sénat, toujours le 29 avril à 15 h. Voilà, le Sénat a eu un peu de retard, mais la séance va pouvoir s'ouvrir. J'ai l'impression qu'on va commencer par quelques hommages. Ok, d'accord, je reçois des notifications. Oui, j'ai Gérard Larcher au téléphone. Et je tiens à vous dire aussi, YouTube, tiens, j'en profite en attendant que la séance soit ouverte, oula, j'ai fait une liaison dangereuse, que si vous voulez voir plus de Sénat, et le Sénat notamment dans son fonctionnement, sachez que nous serons en stream le 7 mai 2026, de 9 h à 13 h, en direct du Sénat, où nous suivrons les travaux de la niche du groupe écologiste. Au Sénat, hein, pas à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, si vous êtes dispo, jeudi matin, le 7 mai, eh bien, n'hésitez pas à passer une tête sur Twitch. Vous y serez accueillis avec toute la tradition républicaine qui nous oblige. Ah, là. Mais on n'a pas de son. Ah si, c'est bon. Je vais vous demander de vous lever. Non, d'ailleurs, c'est ça. Voilà. Oups. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la disparition de l'adjudant Florian Montorio et du sergent Anissé Girardin, engagés au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, et je le rappelle, au service de la paix. Ils ont été victimes d'une embuscade perpétrée au sud du Liban, au cours de laquelle 2 autres de nos soldats ont également été blessés. La responsabilité du Hezbollah est l'hypothèse qui paraît s'imposer. La France, je le sais, ne se laissera pas intimider et continuera d'apporter tout son soutien aux autorités libanaises dans leur mission de désarmement du Hezbollah, ainsi que leur soutien aux Libanais, dont tant de choses nous rapprochent. C'est ce que j'ai eu l'occasion de souligner auprès de monsieur l'ambassadeur du Liban que j'ai reçu récemment. Alors que les forces françaises sont présentes sur différents théâtres d'opérations du Proche et du Moyen-Orient, nos soldats se trouvent souvent exposés au péril de leur vie. Leur sacrifice démontre combien l'attachement de la France pour le Liban repose à la fois sur les liens du cœur et du sang. Leur sacrifice démontre également combien est essentiel, malgré les dangers, la présence de forces internationales au sud Liban, au-delà du mandat de la FINUL qui doit s'achever, je le rappelle, en décembre de cette année. Au nom du Sénat, je veux saluer le courage de ces soldats, morts pour la France et pour la paix, et exprimer aussi notre solidarité envers les blessés. Je veux assurer leurs familles, leurs proches, leurs frères d'armes de notre profonde compassion et leur dire nos pensées et nos condoléances. Je vous demande d'observer un moment de recueillement en hommage à Florent Montorio et à Anissé Girardin, qui ont servi la France avec honneur et dévouement jusqu'au sacrifice suprême. Voilà donc le Sénat qui rend hommage aux soldats qui sont morts pour le service de la France. Quelques secondes de recueillement avant le début des questions au gouvernement. Je vous remercie. Voilà, jamais plus de 20 secondes hein, à chaque fois. Allez, on va pouvoir y aller. On y va ? Non, on n'y va pas. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a un courrier de dernière minute qui est arrivé ? Avant que nous entamions les questions d'actualité au gouvernement, saluer 2 nouveaux collègues. Tout d'abord, Pierre Boileau, qui a remplacé notre collègue Véronique Guillotin en qualité de sénateur de la Meurthe-et-Moselle, et ce à compter du 13 avril. Madame Sandra Père, qui a remplacé Jean-Marc Delia
en qualité de sénatrice des Alpes-Maritimes à compter du 20 avril. En votre nom Donc ça, à c'est tous, suite. je souhaite la plus cordiale bienvenue à nos deux nouveaux collègues qu'ils trouvent ici, j'allais dire, à la fois l'accueil du Sénat, mais aussi la plénitude de leur fonction de sénateur, ici au Sénat. Voilà. Ah bah ça va pas durer longtemps, le mandat se termine dans 3 mois. On ne m'a pas entendu. Mais on a entendu que j'avais présenté quand même Pierre Boileau et Sandra Père. Et que je leur ai souhaité la bienvenue au nom du Sénat tout entier. Et qu'est-ce qu'ils ont là? Ils sont bien énervés, hein. Oh là, bien énervés. Donc voilà, ce sont des sénateurs qui sont devenus maires et donc du coup ils se sont L'ordre du jour consacrés à leur appelle mandat de les maire et questions ont démissionné d'actualité de au leur mandat gouvernement. de sénateur. Bon. L'ordre du jour. Et je crois qu'il y a un problème de micro, Gérard. Hein. Dans le micro. Question d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Cécile, Au abonnez-vous. respect du temps de parole et au respect des uns et des autres. Et je commence tout de suite en donnant la parole à notre collègue Guy Benaroche pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoire. Donc je rappelle, hein, les écologistes dont nous suivrons la nuit sénatoriale le jeudi 7 mai au matin. À M. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Depuis lundi, de nombreux agents de la pénitentiaire auxquels nous apportons tout notre soutien sont en grève et un grand nombre d'établissements pénitentiaires bloqués. Les prisons sont saturées, le personnel est à bout. La surpopulation carcérale chronique dans notre pays affecte à la fois les détenus qui vivent dans des conditions indignes et le personnel pénitentiaire plus à même d'effectuer ses missions en sécurité. Au 1er mars, le taux d'occupation moyen des lieux de détention en France était de 137%. 87 126 détenus pour moins de 63 500 places. En même temps, le déficit chronique d'effectifs s'accentue. Notre pays fait face à ce que le Conseil de l'Europe nommait un risque d'évolution des prisons françaises en entrepôt humain. Insalubres, passoires thermiques, épisodes caniculaires, des lieux où les activités, le travail sur la réinsertion, l'enseignement n'ont plus assez leur place. La peine de prison remplit plusieurs objectifs, la protection de la société, la punition de l'auteur et sa réinsertion. Dans les conditions actuelles, outre l'impact sur le personnel qui y travaille et sur les détenus, la prison devient plutôt une machine à favoriser la récidive, la réitération, un lieu d'apprentissage de la délinquance. Aussi, passer les discours sur les budgets qui augmentent et les décrets qui font l'inverse, passer le constat de l'échec des orientations politiques de ces gouvernements, monsieur le ministre, comment allez-vous agir vite pour une réelle réflexion sur les mécanismes de régulation carcérale, comme les écologistes le proposent depuis longtemps, et pour un renfort de la pénitentiaire et des services pénitentiaires d'insertion et de probation que nous défendons à chaque budget? Comment allez-vous agir, monsieur le ministre? Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur. Mais il est là, du coup? Darmanin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur Comment le ça se fait sénateur qu'il n'était Benaroche, pas là à l'Assemblée vous avez nationale? parfaitement raison. Les agents Je de comprends pas. surveillance de l'administration pénitentiaire. Il vient plus à l'Assemblée nationale, hein. Administration qui risque sa vie chaque jour. Et d'ailleurs, dans quelques jours, nous rendrons hommage à la suite de l'assassinat de plusieurs de leurs collègues, vous le savez, à Inkerville, subissent des conditions de travail qu'est-ce qu'il fait extrêmement là difficiles. Et c'est d'abord à eux auxquels je veux penser. Ou plutôt, pourquoi il Et n'était pas à depuis, l'Assemblée nationale? L'année dernière, par rapport à cette année, c'est 5224 détenus supplémentaires en une année. Et chaque semaine, nous prenons 200 détenus supplémentaires par la politique de fermeté que les procureurs de la République mènent avec leurs collègues du siège, mais aussi par le travail des services Ouais, mais il n'a pas le droit, en fait. du ministère. Quand de le l'Intérieur. Parlement le convoque, Pour cela, il faut doit venir. répondre, évidemment, à Donc, la littéralement, question que quand il y a une nous posons, question et j'ai pour lui, entendu, il est convoqué. notamment la demande de ceux qui ont fait grève, 22% d'établissements ont fait grève, mais aussi ceux qui n'ont pas fait grève et des syndicats qui réclament en effet des moyens, et ils ont raison. D'abord, ces 5 ouvertures de nouveaux établissements pénitentiaires d'ici la fin de l'année. Nous avons enfin repris la reconstruction et l'ouverture des places de prison, 3 fois plus vite, 2 fois moins cher. C'était 7 ans pour construire une prison, c'est désormais 2 ans, et vous êtes nombreux à avoir accepté que ces prisons aient lieu sur votre territoire. Pour qu'il y ait moins de surpopulation carcérale, il faut d'abord plus de places de prison. Ensuite, il faut plus d'agents pénitentiaires. Il en manque à peu près 4000, monsieur le sénateur, c'est 1000 de plus
En plus de départ à la retraite dès cette année, je vais présider la plus grande promotion de sortie d'école dans quelques jours à l'ENAP. Et nous avons un problème, c'est que nous n'avons qu'une seule école. Il en faut une deuxième. Et nous ouvrirons une deuxième école de la pénitentiaire pour former davantage d'agents pénitentiaires. Troisièmement, en effet, il faut réfléchir à des mécanismes qui permettent la meilleure réinsertion, puisque par ailleurs, nous sommes à 70% de récidive après l'incarcération, ce qui montre l'inefficacité de notre travail collectif. Et vous avez vu qu'avec Florent Boudier, le président de la commission des lois, pour la première fois, un garde des Sceaux accepte d'en discuter. Nous aurons l'occasion, je l'espère, en septembre prochain, si le texte est mis à l'ordre du jour de votre Assemblée, d'en discuter très rapidement. Monsieur Benarroche. Monsieur le ministre, moins d'un quart des nouvelles places de prison annoncées seront réalisées sous les mandats d'Emmanuel Macron. Le coût de la journée d'un détenu, c'est près de 4 000 € et c'est utilisé alors que, par ailleurs, il n'y a pas d'argent pour les SPIP, pas assez pour la réinsertion. C'est dans la réinsertion, dans les SPIP, plutôt que dans la rénovation de prisons, plutôt que dans la construction qui ne seront jamais tenues de nouvelles prisons, que nous devons agir et vite. Et mine de rien, agir sur la prévention. Est à notre collègue Roger Karoutchi pour le groupe Les Républicains. Oh là, Karoutchi, oh là là. Accrochez-vous. Ça va, ça va. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dans le cadre des de l'intérieur franco-algériennes, pouvez-vous voilà. nous donner votre définition du terme maboule? Pour répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous m'invitez à vous répondre sur la relation franco-algérienne. Pardon. Oui, moi aussi, je l'ai deviné. C'est comme ça que je comprends votre question. Bah oui. C'est comme ça que je comprends votre question. Moi aussi. Je suis en poste. Je peux devenir ministre de l'Intérieur depuis 6 mois J'envoie mon CV. et demi. Et quand je suis arrivé, nous n'avions plus aucune relation avec l'Algérie, plus aucune relation sécuritaire, plus aucune relation migratoire. Merci Bruno Avant Retailleau. d'être ministre de l'Intérieur, j'étais préfet de police, puis j'étais directeur général de la sécurité intérieure, puis coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Non mais c'était une blague le CV. Croyez-moi, je connais l'importance de la relation avec l'Algérie, et notamment en termes sécuritaires. Il y va de l'intérêt de la France, et il y va de la protection même de nos concitoyens. Alors oui, nous avons réenclenché une discussion avec l'Algérie. Nous avons réenclenché un dialogue sécuritaire, migratoire avec l'Algérie, avec comme seule boussole l'intérêt de nos compatriotes, évidemment l'intérêt de la sécurité de notre pays. Et les choses se sont réenclenchées. Nous discutons à nouveau sur un certain nombre de dossiers de coopération policière, judiciaire et migratoire. Lorsque je me suis rendu en Algérie, nous n'avions plus aucun laissez-passer. Zéro laissez-passer. Et maintenant, nous avons réenclenché un mouvement. On est bien au-delà de zéro, je peux vous dire, bien au-delà de zéro laissez-passer. Et il y va évidemment de la sécurité de nos concitoyens. Et c'est notre boussole dans ce dossier. C'est notre boussole. Alors, je vais vous dire autre chose, monsieur le sénateur Karoutchi. Évidemment que nous avons en tête un certain nombre de situations particulières. Je vous rappelle ce qui s'est passé avec... Bien, il va corneriser la réponse de Karoutchi. Évidemment que dans un coin de ma tête et dans la coin de la tête de tout le gouvernement, nous avons la situation de Christophe Glaise en tête. Évidemment. Donc évidemment que ce dialogue avec l'Algérie, c'est un dialogue exigeant. C'est un dialogue exigeant, mais nécessaire, et qui est totalement assumé par le gouvernement, et pour la partie qui est la mienne, par le ministre de l'Intérieur. Bah, j'ai bien Monsieur apprécié Karoutchi. la réponse. J'ai tellement bien apprécié la réponse que j'ai oublié d'arrêter le chrono. Monsieur le ministre, Maboul en arabe, ça veut dire fou. Mais en langue hébraïque, livre de la Genèse, chapitre 6, verset 17, à Maboul Maïm. Non, par contre, on est dans la 5e République. Qui distingue la lucidité de Noé. Alors, fou ou lucide? Quand Christophe Glaise est toujours prisonnier de manière injuste du régime algérien. Quand Kamel Daoud est condamné à plusieurs années de prison pour un livre qui ne circule même pas en Algérie. Quand, vous l'avez dit, l'Algérie accepte au compte-gouttes ses OQTF et ne respecte pas ses accords de 1994. Quand la France entière dit que les accords de 1968 sont totalement déséquilibrés au détriment de la France et que le régime algérien ne veut rien entendre quant à leur révision. Quant au régime algérien, que je distingue du peuple algérien,
Quant au régime algérien, il fait en permanence tout feu, tout bois sur le rejet de la France pour conforter son pouvoir. La réalité, c'est que nous devons respecter le peuple algérien. Et si on devait, au plus haut niveau de l'État, utiliser des mots en arabe, je préférais sincèrement, plutôt que Maboul, qu'on utilise Merci Stéphane. un très beau mot, Et bienvenue. Sharaf, qui veut dire respect, loyauté, et qui a d'ailleurs son équivalent en hébreu, Kavod, qui veut dire la même chose, respect, dignité, loyauté. Et si on avait en plus le sentiment qu'on avait dans la vie publique française, le respect et la dignité plutôt que l'insulte, tout irait mieux. Merci. C'est sûr que la provocation qu'il fait participe à l'apaisement. La parole est à notre collègue Nicole Duranton pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole. RDPI, Merci, des Monsieur le macronistes. Président. Monsieur le garde des Sceaux, nous sommes à quelques jours de la triste commémoration de l'attaque tragique d'un fourgon pénitentiaire à Incarville, dans mon département de l'Eure, qui a fait 2 morts et 3 blessés le 14 mai 2024. Nous ne pourrons jamais oublier ce drame. Ce lundi, c'était avant la des centaines dissolution. de surveillants ont bloqué des maisons d'arrêt dans toute la France pour protester contre le manque d'effectifs et pour dénoncer la surpopulation carcérale. Les prisons sont devenues de véritables poudrières. En France, actuellement, on compte 88 000 détenus pour 63 000 places. On dénombre 5 000 vacances de poste, tous corps et grades confondus. Aujourd'hui, je porte la voix du directeur de la maison d'arrêt d'Évreux ainsi que de ses agents. Je les ai rencontrés hier et nous avons échangé sur cette situation devenue insoutenable pour eux. Cette maison d'arrêt a 112 ans et malgré un plan de travaux pluriannuel, les conditions de travail des agents restent difficiles dans des locaux étroits et vétustes. Monsieur le garde des Sceaux, je vous invite à venir visiter la prison d'Évreux. Son directeur et les agents souhaitent vous rencontrer. À ce jour, son taux d'occupation atteint les 220%. Cela représente 341 détenus pour une capacité de 162 lits. Ils sont jusqu'à 3 détenus dans une cellule de 9 mètres carrés. Actuellement, 25 d'entre eux dorment sur des matelas au sol. Avec seulement un surveillant pour 85 détenus. Sur un effectif de 50 surveillants, il en manque 7 à ce jour. La situation est explosive et nécessite de prendre des mesures d'urgence. La proximité affectant les détenus retombe sur le personnel qui subit des agressions, des violences dans l'indifférence. Ils sont des victimes silencieuses dans un système à bout de souffle. Ils se considèrent comme les grands oubliés de l'administration. Manque d'effectifs, heures supplémentaires non rémunérées, insécurité, la qualité de vie au travail des agents ne pourra s'améliorer lorsque les conditions de détention auront évolué. Monsieur le garde des Sceaux, quelles mesures proposez-vous pour attirer et retenir davantage d'agents pénitentiaires dans le système carcéral? Il faut conclure. Où en êtes-vous dans le plan 15 000 places de prison pour endiguer la surpopulation chronique? Oui, d'ailleurs, sur la surpopulation, il faut conclure aussi. Au ministre de la Justice. Merci, accrochez-vous. Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous êtes élue d'un territoire qui a en effet connu au péage d'Incarville l'assassinat de 2 agents pénitentiaires et de plusieurs blessés très gravement à la suite de l'affaire dite Amra. Au lendemain de ma nomination comme ministre de la Justice, j'ai pris l'administration pénitentiaire comme priorité de l'action que je peux mener à la Chancellerie en un temps utile pour notre République. Et en quelques mois, appuyé par le Sénat et par l'Assemblée nationale, vous m'avez donné les moyens puisque j'ai proposé la création des prisons de haute sécurité qui permettent en effet de lutter d'abord contre l'insécurité venant de la criminalité organisée de la part de gens qui, souvent en détention provisoire, souvent très jeunes, comme l'était M. Amra, qui peuvent malheureusement passer à l'acte, faire assassiner des agents pénitentiaires, mais aussi demain des policiers, des avocats, des journalistes d'investigation et pourquoi pas des femmes et des hommes politiques. Ces 2 prisons de haute sécurité fonctionnent. En quelques jours, nous avons réussi à donner un régime qui a été validé par le Conseil constitutionnel, protéger nos agents pénitentiaires et, vous l'avez vu, je crois, dans une grande efficacité publique, créer des prisons en 6 mois. Alors évidemment, il reste l'ensemble du territoire national, comme j'ai évoqué avec M. Benaroche. Vous m'évoquez l'heure, Madame la sénatrice. Je suis sûr que le département, pour avoir des moyens supplémentaires pour le département de l'Eure, touchera directement Monsieur le Premier ministre dans les prochains arbitrages budgétaires, puisqu'il nous faut 4 000 agents pénitentiaires supplémentaires, et il nous faut à peu près 7 milliards d'euros d'investissement dans nos prisons et dans nos palais de justice
pour payer tout ce qu'ont promis tous mes prédécesseurs précédemment et parfois rénover des prisons qui sont très anciennes. Je pense, dans votre région, à l'innommable prison de Rouen qui mériterait une rénovation complète. Et nous pourrions multiplier, notamment à Fa en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et partout sur tous vos territoires, à commencer par mon département du Nord, la rénovation de nos prisons. Donc en effet, nous construisons des milliers de places de prison désormais grâce à une nouvelle façon de le faire. Et je remercie Benoît Apparu, notre ancien collègue du gouvernement, de s'occuper de cela au sein de mon ministère. Nous avons besoin de moyens et d'agents pénitentiaires. On a besoin en effet de les soutenir. Il fallait d'abord s'en prendre à la criminalité organisée. Nous nous occupons du reste des populations pénales désormais. Merci. La parole est à notre collègue Cédric Chevalier pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Les indépendants du Sénat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, samedi 26 avril, dans la Marne, un tragique accident de la route a coûté la vie à 4 jeunes âgés de 16, 17 et 19 ans. Protoxyde d'azote. Comme toujours, les circonstances devront être établies avec rigueur. Mais je veux d'abord avoir une pensée pour les familles des victimes, ainsi que pour l'ensemble de ceux qui interviennent dans ces situations extrêmes, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre, personnel de santé, élus locaux. En France, malgré l'engagement coordonné de tous les acteurs de la sécurité routière, 3167 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2023, selon les données de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Parmi elles, 523 avaient entre 18 et 24 ans. Derrière ces chiffres se dessine une réalité alarmante. Les accidents de la route demeurent l'une des premières causes de mortalité chez les jeunes. Ceux-ci sont particulièrement exposés, notamment sur les routes secondaires, et confrontés à des risques bien identifiés. La vitesse excessive, l'alcool, le téléphone au volant, l'usage de stupéfiants ou désormais celui du protoxyde d'azote. Allez, dans le même temps, l'abaissement de l'âge du permis de conduire à 17 ans, en vigueur depuis janvier 2024, a entraîné une augmentation rapide du nombre de jeunes conducteurs sur les routes, sans que la conduite accompagnée, qui est pourtant le gage d'un apprentissage plus progressif et plus sûr, ne se développe parallèlement. Monsieur le ministre, passer son permis à 17 ans. Notre politique de sécurité routière est-elle encore à la hauteur de tous ces enjeux? La prévention est-elle aujourd'hui suffisamment forte et adaptée aux jeunes titulaires du permis face à ces nouveaux comportements à risque? Enfin, quelles mesures concrètes entendez-vous mettre en œuvre pour continuer à combattre et à réduire durablement la mortalité routière des jeunes? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, M. Laurent Nunez. Merci. C'est un peu ma bête noire. Hein, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. D'abord, je voudrais évidemment revenir sur ce drame, ce terrible accident qui s'est produit en plein après-midi, à 18h30, dans une ligne droite, où un véhicule a violemment un arbre. On a eu 4 jeunes décédés, entre 16 et 20 ans, avec un conducteur effectivement de 17 ans, et évidemment avoir une pensée pour toutes ces familles qui sont endeuillées. Vous dire que l'enquête est en cours, hein, les circonstances précises de cet accident seront évidemment connues. Vous dire également que, effectivement, et vous avez raison de le souligner, ce n'est pas la généralisation du permis, la possibilité de passer le permis à 17 ans qui est en cause, pas du tout. Hein, on sait que ça a suscité un véritable engouement, puisque rien qu'en 2024, ce sont près de 290 000 jeunes qui ont passé leur permis, l'épreuve pratique du permis de conduire. Et donc c'est un véritable engouement, et c'est aussi un gage de sécurité, parce que nécessairement c'est précédé donc, de la conduite accompagnée, dont on sait qu'elle produit de bien meilleurs conducteurs. Donc c'est une mesure, je crois, qui est extrêmement utile. Mais vous avez raison, les jeunes constitue encore une part importante des tués sur les routes, même si ça n'est pas plus que les autres catégories d'âge. Mais le chiffre que vous avez donné est rigoureusement exact. On a eu 523 jeunes de 18 à 24 ans qui ont été tués encore sur les routes. C'est 6 de moins que l'année précédente, mais évidemment, c'est toujours trop. Alors ce que nous menons, les actions que nous menons, ce sont évidemment des actions de prévention. Je veux rappeler que la ministre déléguée auprès de moi, Madame Védrenne, suit particulièrement ce dossier. C'est aussi le dossier suivi par la déléguée à la sécurité routière, Estelle Balit. Et toutes les actions de prévention, nous les menons dans les écoles, dans les universités, en milieu professionnel, dans les administrations, sur les réseaux sociaux. Évidemment, ces actions de prévention, elles vont se poursuivre.
Mais il faut aussi de la répression, c'est indispensable. Ça veut dire des contrôles sur voie publique et puis aussi nous adapter au type de comportement. Et vous avez cité un danger très grave qui est le fait de conduire sous l'emprise du protoxyde d'azote. Et comme vous le savez, dans le cadre du projet de loi Riposte, nous allons créer un nouveau délit qui vise justement à incriminer cette conduite dangereuse qui peut donner lieu à des accidents extrêmement meurtriers. Merci beaucoup. Mais du coup, il y a un ballon, Chevalier. quelque chose pour faire souffler les gens dans le Non. cadre du protoxyde d'azote? La parole est à notre collègue André Guillaume pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociodémocrates, proches de Raphaël Merci, Monsieur le Glucksmann. Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et si j'ai bien observé, Madame la ministre. Alors que l'Ukraine Ah oui, effectivement, c'est continue Maud de Bréjon qui résister va répondre. courageusement à l'agression russe, l'Union européenne affirme vouloir réduire sa dépendance aux énergies venant de Russie. Pourtant, dans le même temps, certaines infrastructures énergétiques reliant la Russie à l'Europe sont remises en fonctionnement et les flux d'hydrocarbures reprennent notamment via l'oléoduc de Druzhba. Cette situation interroge la cohérence de notre stratégie. Elle l'interroge d'autant plus que nos concitoyens subissent de plein fouet la hausse des prix des carburants. Partout sur le territoire, le coût du plein de leur véhicule pèse de plus en plus lourdement dans le pouvoir d'achat, notamment pour ceux qui n'ont pas d'alternative à la voiture. Face à cela, l'État multiplie des dispositifs de soutien dans l'urgence sans toujours apporter de réponse structurelle. Dès lors, comment expliquer que nous cherchions à réduire notre dépendance énergétique tout en maintenant, même indirectement, les flux d'hydrocarbures en provenance de la Russie ? Cette question de cohérence se pose également pour notre politique énergétique nationale. Après avoir soutenu fortement le développement du gaz renouvelable, issu principalement de la méthanisation auprès de nos collectivités territoriales et de nos agriculteurs, cette indécision récente vient de brouiller la lisibilité de notre stratégie. Madame la ministre, dans un contexte de tensions internationales, de contraintes budgétaires et d'exigences climatiques, la clarté de notre ligne de conduite doit être irréprochable. Quelle stratégie le gouvernement entend-il suivre en matière de gaz, en distinguant clairement le gaz renouvelable, le biogaz, des gaz fossiles, qui en cas de maintien de ces installations pourraient impacter la rénovation d'ampleur des maisons individuelles? Il est donc indispensable de préciser et de garantir la cohérence de notre politique énergétique européenne mais aussi nationale. Notre pays et nos concitoyens ont besoin pour garder confiance. Je vous remercie. La question est intéressante. Pour vous Je suis répondre, curieux la de voir parole est à la réponse. ministre déléguée en charge de l'énergie, Madame Bréjon. Surtout qu'il y a un espèce Président, de mesdames haro sur le gaz. et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, pardonnez-moi, je vous cherche du regard. Notre stratégie, elle est extrêmement claire. C'est celle, évidemment, d'une sortie progressive, organisée, méthodique des énergies fossiles. Cela comprend le gaz, cela comprend le fuel, cela comprend évidemment le pétrole. Et ce que nous sommes en train de traverser avec le conflit au Moyen-Orient nous rappelle crûment la nécessité d'accélérer cette transition énergétique. Sur la question de l'oléoduc de Druzhba, là encore, je voudrais être extrêmement clair. Il n'alimente pas la France en gaz, pardonnez-moi. Et dans les réseaux de gaz français ne circule pas de gaz en provenance de Russie. Nous avons tenu si c'est un une ligne oléoduc, de c'est du conduite pétrole, irréprochable du gaz, sur non? la question. Donc c'est Nous un avons gazoduc. ensuite une stratégie qui est déclinée notamment dans la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. Là encore, avec des objectifs de production de biogaz, et en particulier 44 TWh de biométhane injectés dans les réseaux d'ici à 2030. Et donc tout ça vise progressivement à sortir de cette dépendance. Il y a ce que nous faisons sur le plan national avec la relance du parc nucléaire français, avec le développement des énergies renouvelables. Il y a le plan d'électrification. Tout ça vise à sortir des 60% d'énergie fossile que l'on consomme chaque année. 60 milliards d'euros d'imports qui nous rendent extrêmement dépendants. Vous avez cité le cas de la Russie, on pourrait parler des États-Unis, on pourrait évidemment parler du Moyen-Orient, on pourrait parler de l'Algérie, de qui nous importons, là encore, du gaz, qui crée une dépendance. Et donc c'est tout le sens de ce qu'on porte et de ce qu'on mène au sein de la PPE3 et du plan d'électrification. Je vous remercie. Merci. La parole est au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste, Patrick Kanner, écologiste et républicain. président du groupe socialiste du Sénat, c'est donc Sébastien Lecornu qui va Monsieur répondre. le Donc vous aurez le Président, temps d'aller Monsieur vous le faire un Premier café. ministre, J'ai permettez-moi de gardé vous ton parler d'une article fronde dans un coin pour le regarder après. Celle des travailleurs qui prennent leur voiture chaque matin parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Celle de nos concitoyens ruraux et périurbains pour qui le plein coûtait déjà trop cher et qui aujourd'hui payent 50 centimes de plus le litre de gasoil.
celle de ces femmes et de ces hommes contraints de renoncer à se déplacer pour se faire soigner, car oui, il y a de véritables drames humains qui frappent nos territoires à bas bruit. L'enlisement de la guerre au Moyen-Orient a mis le feu aux poudres, mais cette poudre, vous l'avez accumulée depuis 9 ans. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous êtes comptable de ces 9 années de politique salariale indigente, du creusement des inégalités, de l'aggravation de la pauvreté dans notre pays. Oui, les socialistes ont une part de responsabilité dedans les aussi. leviers financiers de l'État, la puissance publique n'a plus les moyens d'agir en faveur de ceux pour qui ce choc pétrolier devient insupportable. Alors que nous allons célébrer le 9e 1er mai sous votre majorité, les Français défileront avec colère et amertume. Alors, le gouvernement répond dans la confusion. Madame Bréjon déclare que les prix doivent baisser. D'ailleurs, cette VOD sortira le 1er mai, donc je vous attends dans la rue le 1er mai, toutes et tous, vous qui regardez cette VOD. Alors vous mettez sur pause, vous allez manifester, et vous reprenez quand vous revenez. Depuis le début de la crise, les marges brutes des géants du pétrole se sont envolées de manière indécente. Quand certains se privent, d'autres engrangent, prospèrent, tranquillement. Face à cela, les salariés, les agriculteurs, les travailleurs indépendants veulent des réponses structurelles avec une revalorisation significative des revenus, un filet de sécurité énergétique pérenne et non pas des mesures ponctuelles, véritable inventaire à la Prévert des impuissances. Le mouvement des Gilets jaunes est né dans une station-service. Et aujourd'hui, notre pays est au bord d'une nouvelle explosion sociale. Monsieur le Premier ministre, ne reproduisez pas les mêmes erreurs face à une crise qui percute de plein fouet des millions de ménages. Quelles mesures structurelles allez-vous enfin prendre pour que le travail paye en France et que les plus modestes n'aient pas à choisir entre l'essence et la nourriture? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Sénat, mesdames et messieurs les. Je vous rappelle que Sébastien Lecornu n'a pas de limite de temps de parole. Il peut parler autant de temps qu'il le veut. Président Caner, je vais répondre et prendre peut-être un tout petit peu de temps pour être complet sur l'ensemble des aspects de votre question. Bon, je reste persuadé que la situation, enfin, nous savons tous, et c'est relayé sur l'ensemble. Ah oui, il y a des leviers contre les pétroliers, les distributeurs, les raffineurs. Nos concitoyennes et nos concitoyens, nous sommes tous connectés à nos territoires, et évidemment, plus la guerre. Mais bon, ça ne veut pas les utiliser. Dure, plus les effets de cette guerre sont difficiles, évidemment, pour le portefeuille des Françaises et des Français, et d'ailleurs pour l'ensemble de notre économie, sans détacher de l'hommage que le président du Sénat a fait au début de cette séance pour nos soldats morts au Liban. Et donc quand même, ce n'est pas pour se dissocier de votre propos, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on cache aux effets des Françaises et des Français des effets des 2 guerres que nous connaissons. L'Ukraine d'une part, qui continue, l'Ukraine et du Moyen-Orient d'autre part. La deuxième des choses, c'est que c'est une crise des prix. C'est une crise d'une inflation importée. Ce n'est pas une crise, pour l'instant, des capacités de production au Moyen-Orient. C'est donc une crise de la circulation maritime. Qu'est-ce qu'on est en train de payer en ce moment? De toutes les évidences, le fait que les négociations entre les belligérants s'enlisent, patinent. Et ça se sent tout de suite, évidemment, sur le cours des marchés. Je voulais juste quand même commencer par là, parce que je pense que les Françaises et les Français sont pleins de bon sens. C'est un peuple politique, c'est un peuple qui regarde aussi la géopolitique et qui voit bien que les dérèglements du monde s'imposent à nous et que malheureusement, nous payons nos dépendances en matière d'hydrocarbures. Et à la rigueur, si vous me considérez comme étant responsable de quelque chose depuis 9 ans, avec regret, je le dis, c'est que nous ne soyons pas allés beaucoup plus vite pour sortir d'un certain nombre de cette dépendance. Et donc, il ne faudra pas reproduire les mêmes erreurs. Deuxième aspect de votre question, et au fond ça monte dans le débat public, et merci d'avoir pris la tonalité rigoureuse qu'on vous connaît pour me poser cette question, c'est à qui profite la crise? Et la question, elle est posée. Qui profite de tout ce qui se passe? La première des choses déjà, c'est l'État. Et vous le voyez bien, l'extrême droite introduit de plus en plus l'idée, au fond, que le grand gagnant de cette crise serait l'État. Alors, présenter l'État comme si c'était une entreprise comme les autres, c'est pas une entreprise. Présenter l'État comme s'il ne nous appartenait pas à tous, c'est quand même, d'un point de vue républicain, un tout petit peu curieux. Mais enfin, le débat est là, et la suspicion, au fond, s'installe en se disant, à chaque fois qu'on va à la pompe, lentement mais sûrement, on remplirait les caisses de l'État. Bon, on sait, il y a 2 types de taxes. Une taxe, évidemment, sur les volumes, l'accise, et une taxe sur le prix en tant que tel, la TVA. Et donc, je profite de votre question pour déjà donner cette clarification devant la représentation nationale, parce que des chiffres surréalistes circulent ici ou là. Le fameux surplus que d'aucuns qualifieraient de cagnotte, je mets des guillemets sur cette affaire, du début de cette guerre, fin février, début mars, au 20 avril, il y a quelques jours, le surplus est de 170 millions d'euros de fiscalité. Et donc ce que je vous propose, non pas pour protéger le gouvernement, nous sommes de passage, mais l'État, parce que pour le coup, vous l'avez incarné comme ministre, d'autres après nous l'incarneront, ayant aussi quand même cette humilité. Ce que je vais faire, c'est que chaque euro
de fiscalité, de surplus de fiscalité prélevés sur les Français à la pompe vont être affectés aux mécanismes d'aide directe que nous mettons en place. Comme ça, on met derrière nous l'idée délétère pour la République que l'État serait en train de profiter de la crise. C'est une très mauvaise chose pour le pacte social. Le deuxième public, ce sont évidemment les raffineurs. Nous en avons un en France, complet, dans lequel, vous ne l'avez pas fait, mais je le dis, j'aime pas beaucoup non plus dans le débat public ou sur les réseaux sociaux le total bashing, parce que c'est une entreprise française qui emploie des Français. Elle marque aussi une part des intérêts stratégiques du pays, et donc ne nous tirons pas une balle dans le pied. Pour autant, il y a un débat qu'il faut objectiver. S'il y a des résultats exceptionnels, ça pose la question d'une redistribution qui pourrait être à due proportion ou pas exceptionnelle. Ça, c'est un débat politique qui est, me semble-t-il, assez noble. Bon, il y a deux manières de le prendre. Réflexe français un peu pavlovien, fiscalité. Il y a des cadres de référence. Le gouvernement Fillon l'avait fait en 2008, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault l'avait fait, gauche-droite. Donc il y a des cadres de référence dans le passé qui permettent de le faire. Après, si on est pragmatique, quand on voit ce que Total Energy a fait sur le plafonnement des prix à la pompe pendant quelques jours, on le voit bien que ça, pour le coup, c'est immédiat pour les Françaises et les Français. Donc il faut bien que Total Energy se positionne d'une manière ou d'une autre sur une manière de redistribuer et potentiellement de la manière la plus efficace qui soit, de la manière la plus rapide, en tout cas dans sa politique commerciale. Je mets ça là, mais la porte-parole du gouvernement, ministre délégué à l'énergie, l'a dit tout à l'heure, nous ne fermons aucune porte. Je refuse le total bashing. Pour autant, tout débat sur la redistribution est un débat de toute façon que je préfère avoir de manière franche total bashing avec vous plutôt Moi, que de bien. subir plus tard à l'automne dans un mouvement fiscal qui ne serait pas complètement je vais donner un point à Le Cornu. Je suis d'accord. Le total bashing, pour moi, c'est pas assez. Il faut bâcher toutes celles et ceux qui profitent de la crise. Producteurs, transporteurs, raffineurs. C'est quand ça augmente sur les cours, ça augmente vite à la c'est le Premier ministre, quand ça diminue Hydro, dans une crise de volatilité des voilà. prix. J'espère que toi, tu vas bien. Vite diminuer à la pompe. Je ne sais pas quelle langue il faut que je le dise, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et moi, j'ai toute confiance dans les agents de la DGCCRF pour le faire. Et je vais vous dire, j'ai toute confiance aussi dans la grande distribution, parce que tous sauf une enseigne a communiqué ces données à la DGCCRF sous le contrôle du ministre Lescure et du ministre Papin ces derniers jours. Donc moi, la seule chose que je demande, c'est de la transparence pour justement ne pas venir anéantir la confiance. Ensuite, on a les aides. D'interview ? Il faut être précis sur nous avons une star. Elle est grave et elle va durer. Donc il faut la prendre, à mon avis, avec beaucoup de sang-froid. C'était quoi le sujet ? sujet ? Que j'essaie de faire, et beaucoup de sérieux, sachant qu'on n'abandonnera personne. Déjà, je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main les aides sectorielles. Je vois bien aussi le commentaire. Bon, déjà, il ne faut pas les balayer d'un revers de main parce qu'elles ont été demandées par les filières concernées. J'ai rien compris. Et aussi avec elles. Donc, ce qui a été fait pour le bâtiment a été fait avec la CAPEB et la Fédération française du bâtiment. Ce qui a été fait pour les pêcheurs a été vu avec les organisations professionnelles de la pêche. Ce qui a été fait pour les agriculteurs a été fait avec les 3 organisations professionnelles agricoles. Donc, ne balayons pas ça d'un revers de main. On essaie de faire de notre mieux pour avoir des réponses qui soient les plus ciblées et dont le soutien à l'activité et la continuité de l'activité est la mère des batailles. Les pêcheurs sont les meilleurs exemples. Soit ils ont un intérêt à sortir en mer, soit ils n'ont plus intérêt à sortir en mer à cause du coût du GNR, ils ne sortent plus. Il n'y a plus de poissons et c'est toute une activité qui se casse la figure. Donc moi, je suis très très ouvert à toute forme de dispositif dès lors qu'ils trouvent justement une efficacité. On a fait pareil pour les transporteurs. Le ministre Tabarot est en train de discuter avec tire en longueur là, notre profession Sébastien, qui commence à est en train d'établir un record. Ensuite, on a une indemnité. Oh punaise, c'est pas fini. Et ça répond au cœur de votre question sur les travailleurs grands rouleurs. Il va nous faire un quart d'heure. Urbains, ruraux, de toute façon, il y a autant de situations différentes que de concitoyennes et de concitoyens que nous pouvons connaître. Moi, mon chrono, il ne peut pas aller au-delà d'un quart d'heure, je vous préviens. Avec la DGFiP. Sinon, le stream, il plante. Accélérer l'activation du portail qui va permettre aux Françaises et aux Français de déposer leurs demandes. On a de la chance, on a un canal bien connu, impôts.gouv.fr. Il faut juste le sécuriser sur le terrain cyber. J'y reviendrai parce que nous avons beaucoup d'attaques cyber. C'est aussi des effets. Vous savez quoi, je balance une page de pub vu qu'elle arrive. Nos structures. Mais il est clair qu'il faut aller vite parce que la trésorerie des Françaises et des Français ne résistera pas à une aide qui arrivera dans trop longtemps. On en a complètement conscience. Ensuite, Monsieur le Ministre, est-ce que nous allons continuer à développer, à créer et à adapter les mécanismes de soutien pour les Françaises et les Français qui en ont besoin? La réponse est oui. Et c'est bien pour cela que j'ai refusé les demandes démagogiques, notamment venant du RN, de baisse de fiscalité à l'aveugle, baisse de TVA
Sujet qu'on a fait dans le passé, hein, parce qu'on ne peut pas avoir des questions au gouvernement sur le déficit public et pas s'interroger sur pourquoi le déficit public est important. Hein. Les dispositifs qui ont été pris dans le passé, j'étais membre du gouvernement, je suis solidaire, mais enfin ils expliquent le déficit d'aujourd'hui. On n'est pas obligé. Oui, ils étaient parfois demandés. Oh, ce côté de l'hémicycle, il faut qu'on ait l'humilité de le reconnaître. Sébastien Lecornu qui admet ça. que le déficit, c'est de sa faute, enfin de la faute de sa majorité. Incroyable. On peut aussi leur apporter notre contribution en regardant ce qu'est le déficit. Donc j'essaie de faire du mieux que nous pouvons. On n'abandonnera personne. Il ne faut pas faire la leçon aux Françaises et aux Français. Ils font beaucoup d'efforts en ce moment. Et c'est bien pour ça qu'on va rester putain pour elles, pour eux. Mais on ne peut pas cacher Oh la vache, aux Françaises et aux attendez, je note Français ça les parce effets que de c'est cette guerre. historique. Et la première des raisons, ça reste quand même la dépendance aux hydrocarbures, au gaz et au pétrole. Et il va bien falloir qu'on s'attaque à ce sujet de manière beaucoup plus solide et structurelle qu'on l'a fait dans le passé. Bon, merci. Gérard Larcher Derrière qui s'était quelques endormi. secondes, nous sommes dans une amplitude horaire variable, pas comme la TVA. Là. Voilà. Allez-y. C'est quoi cette blague? Monsieur le Premier ministre, nous refusons une forme d'assignation à résidence sur le plan énergétique. Vous avez parlé de Total, 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros de bénéfices sur le premier trimestre, 51% d'augmentation sur un an. Première mesure de Total, racheter 1,5 milliard d'actions et faut augmenter conclure. le dividende. Excusez-moi, il y a de l'argent à aller chercher, taxer les super-profits dans notre pays. Vous avez raté un truc là, celles et ceux qui étaient en pub. Parole Vous avez de notre raté collègue Sébastien Lecornu qui disait que Pascal les Thibault, macronistes le sont responsables de l'endettement du pays. Citoyen écologiste. Vrai de vrai, hein. Il l'a vraiment dit. Et maintenant on passe aux Merci, communistes. Président. Monsieur le ministre, Monsieur Farandou, vous êtes ministre du Travail et des Solidarités. Hier, journée internationale de la santé et de la sécurité au travail. Des milliers de travailleurs, livreurs à domicile, portent plainte contre Uber Eats et Deliveroo. Le motif est lourd. Traite des êtres humains. Médecins du Monde évoque un esclavage moderne. C'est un signal que vous ne pouvez ignorer. Je parle de ceux qu'on n'entend jamais, la peur au ventre, aux revenus de survie, mais toujours présents dans nos rues, au feu rouge, à l'entrée des restaurants. Ils prennent des coups, ils chutent à vélo ou en scooter, ils se relèvent aux ordres d'un patron, mais un patron sans visage, l'algorithme. On parle de travailleurs sans papier. Pourtant, pour avoir un compte livreur, j'y ai été moi-même, ils transmettent des documents. Ce qu'on leur refuse, donc, c'est le droit à un titre et donc le droit au travail. Monsieur le ministre, il y a le temps de la justice, mais il y a aussi le temps politique. Alors, à quand les régularisations pour sortir de cet état de non-droit et pour tous les travailleurs des plateformes numériques, livreurs, chauffeurs, VTC, coursiers, aides ménagères et bien d'autres métiers, une directive européenne pose une présomption légale d'emploi, avec enfin une requalification en salarié. Pourquoi n'est-elle toujours pas en vigueur en droit français? Et on en parle On va depuis des répondre, la semaines, parole est voire au même ministre des du mois Travail. de ça. Des solidarités, M. Farandou. Alors, Monsieur on le Président, s'explique. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Salvodelli, je vous remercie pour votre intervention, parce qu'en effet, la situation sociale des livreurs à vélo et des autres travailleurs des plateformes d'ailleurs n'est pas acceptable. Il y a une procédure en cours, il ne m'appartient pas de la commenter, mais je le redis devant vous, je partage le constat, les conditions de travail et de rémunération des travailleurs des plateformes sont aujourd'hui très préoccupantes. Le dernier rapport, d'ailleurs, publié par l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, que nous avons mis en place en France il y a quelques temps, montre aussi, sur l'aspect rémunération, que le revenu horaire en course a baissé de 2021, entre 2021 et 2025, malgré l'épisode inflationniste que nous connaissons. Devant ces constats, je pense que le bon véhicule, vous l'avez mentionné, c'est la transposition de la directive européenne sur les travailleurs des plateformes. Elle donne une opportunité de renforcer les droits, tout en repensant le cadre de régulation sociale que nous avons construit, notamment le rôle et les missions de l'ARPE. J'attends des avancées significatives en matière de transparence, du management algorithmique, de facilitation de l'accès aux juges pour faire valoir ses droits via la présomption réfragable de salariat. Adaptée fin 2024, cette directive doit être transposée d'ici décembre de cette année en droit français. Pour préparer cette transposition dans les meilleures conditions, le gouvernement a confié une mission à 3 experts, Jérôme Marchand-Harvier, Nathalie Collin, Antonin Bergeau, chargés de proposer des orientations de transposition d'ici la fin du 3e trimestre. Ils mèneront une large concertation avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les représentants des travailleurs indépendants, les organisations syndicales et patronales, et examineront les évolutions du cadre de responsabilité sociale des plateformes.
Je souhaite qu'à l'issue de ces travaux, un cycle de concertation soit organisé avec les parlementaires qui, comme vous, s'intéressent au sujet, pour permettre la mise au point et le meilleur atterrissage possible de ce projet de loi dans les deux chambres du Parlement. Je souhaite que nous ayons une transposition effective pour protéger les droits des travailleurs indépendants des plateformes et mettre fin aux situations inacceptables que vous dénoncez. Je vous remercie. M. Savoldelli. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Des dizaines de milliers de travailleurs et de travailleuses attendent des avancées. C'est eux qui attendent. Et je vous avoue qu'une directive qui a été établie en 2024, on est en 2026. Vous savez ce qui se passe, vous devez le dire. C'est un cauchemar pour des dizaines de milliers de personnes. Et on Donc essaye je de vous le gagner dis, du et temps je le pour dis à que ça votre continue. gouvernement et à son Premier ministre, au lieu de passer des heures, des jours et des semaines à savoir comment on rabote le 1er mai, jour chômé et férié, on aurait mieux fait d'accélérer la directive européenne en droit français, parce que quand on est ministre du Travail et des Solidarités, je vous le dis, le travail dissimulé, on se bat contre. Le salariat déguisé, on se bat contre. Et la sécurité, la santé des Français et des Françaises, et aussi des étrangers, on s'en occupe. Prédiction pas encore La parole validée. est au président Laurent Lafont pour le groupe de l'Union centriste. Mais pas président de groupe, président de commission peut-être. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'audiovisuel C'est public pas Sébastien est une Lecornu honte qui va pour nos répondre. concitoyens. Ces propos sont ceux d'Emmanuel Macron en décembre 2017. Oula. Cela fait presque 10 ans que le Président de la République dressait ce constat sévère sur l'audiovisuel public. Il n'a pas été le premier à le faire et ne sera pas non plus le dernier. Depuis, en effet, de nombreux rapports se sont succédés ici au Sénat, à l'Assemblée nationale, à l'Inspection générale des finances, mais aussi à la Cour des comptes. À chaque fois, les conclusions sont les mêmes. Nous avons besoin d'un audiovisuel public fort, mais celui-ci souffre d'un manque d'adaptation aux nouveaux usages, d'une organisation inadaptée, d'un cadre social sclérosé. On n'a pas la même définition de fort. Pour eux, ça veut dire tout casser. D'un public qui vieillit et qui ne se renouvelle pas. Et pourtant, en 10 ans, la situation n'a pas évolué. Nous sommes bien placés ici au Sénat pour le dire, nous qui, conscients depuis de nombreuses années des faiblesses, des fragilités de notre audiovisuel, avons voté à 2 reprises la création de la holding afin de permettre à l'audiovisuel public de s'adapter et d'améliorer sa gestion. Hélas, l'État, actionnaire à 100% des structures de l'audiovisuel public, utilise la technique du stop and go, incarnée par les 6 ministres successifs de la culture qui se sont succédés en 10 ans, certains favorables à la réforme, d'autres préférant s'abriter derrière un statu quo sans doute plus confortable. Résultat, la politique de l'État est devenue illisible et a engendré l'immobilisme du secteur. Comment ne pas penser que si le gouvernement avait eu le courage d'aller au bout de la réforme proposée par le Sénat, le débat de ces dernières semaines à l'Assemblée nationale n'aurait certainement pas eu le même écho. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Quel est aujourd'hui votre projet pour l'audiovisuel public ? Pour vous répondre, j'ai très peur de la question. Enfin, j'ai très peur de la question. J'ai très peur de la réponse. Merci, Monsieur le Président. Surtout connaissant Catherine Pégard. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, cher Laurent Lafont. Je connais votre engagement personnel sur cette question qui occupe le débat public depuis plusieurs mois. Je comprends votre impatience. Mais vous le savez, les conditions ne semblaient pas réunies pour créer un consensus et avancer de manière sereine sur les propositions que votre Assemblée a soutenues. Depuis plusieurs mois, néanmoins, le travail est engagé par le gouvernement pour poursuivre la nécessaire transformation de l'audiovisuel public et lui donner une nouvelle ambition, car c'est de cela qu'il s'agit. Accrochez-vous à vos slips. Ainsi, le Premier ministre a demandé à France Télévisions de tirer les conséquences du rapport de la Cour des comptes publié il y a quelques mois. La direction de France Télévisions, vous le savez, s'y est engagée rapidement. Des mesures pour parfaire et garantir son exemplarité ont d'ores et déjà été annoncées. Par ailleurs, cela ne vous satisfera peut-être pas, mais nous élaborons en lien avec les entreprises concernées les contrats d'objectifs et de moyens qui fixeront leurs priorités stratégiques. Elles vous seront présentées à l'été au Parlement. Au-delà, et c'est bien aussi de cela qu'il s'agit, la responsabilité du gouvernement,
c'est que l'audiovisuel public relève les défis de notre société, notamment la menace de la désinformation, l'accès de tous à la culture, la reconquête des jeunes publics de plus en plus dépendants des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs les sénateurs, même si l'on est impatient, je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Ces entreprises répondent à une véritable mission de service public. Nous y sommes toutes et tous attachés. L'horizon qui est le nôtre désormais, c'est de bâtir le service public de l'audiovisuel des années qui viennent, au service de tous les Français. Et croyez-le, je ne crois pas au statu quo. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Marie-Do Aeschlimann pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Donc voilà, j'avais peur sur l'audiovisuel, j'ai bien fait d'avoir peur. Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Santé et des Familles, depuis le 1er mars, le gouvernement a décidé de décaler de 14 à 18 ans la majoration des allocations familiales qui venait compenser les charges supplémentaires liées à l'adolescence. Ce n'est pas juste une mesure technique portant sur l'âge. Selon l'UNAF, c'est un manque à gagner considérable de 3 600 € pour une famille modeste. Cette décision est consternante. La crise aiguë de la natalité dans notre pays exige, au contraire, un soutien sans faille aux familles. Alors que le coût de la vie entrave le désir d'enfant des Français, vous amputez le pouvoir d'achat des familles au moment où leurs charges augmentent. Chaque parent sait qu'élever un enfant devient plus coûteux dès 14 ans et il n'est pas nécessaire d'attendre 18 ans pour cela. Nos adolescents en pleine croissance ont des besoins alimentaires accrus. Ils changent de taille et de pointure à toute allure. Pour les tenir éloignés des fléaux des réseaux sociaux, plus de sport, de culture serait nécessaire. Or, chacun sait que le tarif enfant, c'est fini à 13-14 ans. Au fond, vous continuez à démanteler la politique familiale comme François Hollande. Madame oui, on a l'impression que c'est trop à droite. Ouais. Sérieusement, relancer la natalité en faisant les poches aux familles. Pour vous répondre, la parole. Mais les LR peuvent parler, hein. Ils ont sabré dans la politique familiale aussi depuis longtemps. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est un nouveau Pokémon. Madame la sénatrice Aeschlimann. Permettez-moi tout d'abord d'excuser Madame la ministre de la Santé, Madame Rist, qui m'a chargée de vous apporter la réponse à votre question. Vous abordez un sujet important, celui du report de la majoration, comme vous l'avez indiqué, des allocations familiales de 14 à 18 ans pour les enfants qui sont nés après le mois de mars 2012. Cette mesure a été annoncée en toute transparence en décembre dernier lors de la discussion de la loi de finances de la sécurité sociale. En toute transparence tout d'abord, puisqu'il a été apporté à votre connaissance au mois de décembre des rapports, notamment un rapport de la DREES, qui montre finalement qu'à 14 ans, il n'y a pas d'existence d'un surcoût automatique qui pourrait justifier ce maintien à 18 ans et qu'il n'y aurait pas un fondement finalement objectif à considérer que cette majoration doit intervenir finalement mécaniquement à 14 ans. Et ça, c'est une mesure électorale de la droite. Aussi, en toute transparence, je ne sais plus quelle élection, j'ai oublié. J'avais étudié ça. C'était un choix aussi de la représentation nationale qui était à la sécurité de venir sociale. Appuyer et assurer le financement d'un Parce qu'en plus, cette majoration n'est valable qu'à partir du deuxième enfant à charge, dont un atteint 18 ans. Au Sénat, et je crois qu'il est effectivement en faveur aussi de la natalité, qui est celui du congé de naissance. Un nouveau droit qui vient apporter de l'égalité entre les hommes et les femmes, puisque vous savez que c'est un droit aujourd'hui qui permet aux parents, au père et à la mère de venir avoir un droit supplémentaire à celui du congé maternité ou du congé paternité d'1 ou 2 mois avec une rémunération importante puisque c'est celui d'assurer une rémunération de 60 ou 70%. On sait que les 1000 premiers mois, vous évoquez l'adolescence, mais on sété aussi que les 1000 premiers mois de l'enfant sont un âge fondamental où on a 1000 premiers mois, ça correspond à quel âge? Non mais c'était la deuxième raison qui a été apportée et la transparence tu mérites des claques, toi. À ce report. Et puis permettez-moi aussi d'ajouter en conclusion que la France reste le pays de l'OCDE qui consacre l'effort le plus important à sa politique familiale, avec finalement 3,6% de son PIB. Et je crois que nous pourrons être collectivement fiers. Et c'est pour ça, et c'est avec ça que nous allons soutenir fortement nos familles. Je vous remercie. Oui, on va soutenir les familles en leur retirant des moyens. Merci Madame la Ministre. D'abord, je voudrais vous dire que je m'étonne que vous vous soyez fondé sur un rapport de la DREES de 2017 pour prendre une mesure aujourd'hui en 2026.
Par ailleurs, la branche famille Ah bah, parce largement que c'est bien excédentaire pratique. aurait tout à fait pu supporter à la fois la création du congé supplémentaire de naissance et le maintien de la majoration pour La branche famille est Enfin, ce que j'ai excédentaire envie de maintenant. vous dire, Madame la Ministre, c'est que la vérité, c'est que vous avez cédé à Bercy. Et ce coup de rabot, il coûtera très cher au pays à long terme. La Bah relance oui. de la natalité, elle doit être la mère de toutes les batailles. Pour l'économie, pour Mhm. notre modèle social, pour notre indépendance. Vous devez absolument Merde, retirer je suis cette d'accord avec mesure une sénatrice de pour les droite. familles, pour le pays. Merci. Pour le pays, hein. C'est pour la famille, hein. C'est pour ton pays. La parole est à Madame la Présidente pour la Sylvie magie, Robert hein. pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Revoilà les socialistes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Culture, ça suffit. Voici ce qu'ont écrit plus de 200 autrices et auteurs de Grasset et de Fayard suite aux ingérences brutales de Vincent Bolloré dans ces maisons d'édition. Ça suffit, tel est aussi ce cri d'alarme lancé par les salariés d'Hachette qui alertent sur les dérives de plus en plus marquées de leurs actionnaires. Ça suffit, tel est enfin le sens de la protestation des éditeurs, d'acteurs de la filière du livre, solidaires mais inquiets et souvent révoltés par ce qui s'est produit. Car ce qui s'est produit, c'est la reprise en main de maisons d'édition à des fins politiques et idéologiques. Qui est Ce qui étonné s'est produit, c'est une opération de prédation qui détruit le pluralisme éditorial et menace la liberté de création des auteurs. Qui est Ce qui étonné s'est produit, c'est la conséquence de la concentration excessive dans l'édition et le symptôme du nécessaire rééquilibrage du contrat de confiance liant les auteurs et les éditeurs. Alors comment faire ? Nous avons émis l'idée de créer une forme de clause de conscience en faveur des auteurs. Bien sûr, il ne s'agit pas de transposer celle qui prévaut pour les journalistes, mais bien de l'adapter au secteur de l'édition. L'objectif est avant tout de combler un vide juridique et de mieux protéger les auteurs dès lors qu'un changement d'actionnaire compromet manifestement leurs intérêts matériels et moraux et rompt le contrat de confiance qui les lie à leurs éditeurs. Madame la Ministre, je vous ai écrit il y a une dizaine de jours. Aucune réponse à ce jour. Alors allez-vous sortir de votre silence? Allez-vous nous dire que vous soutenez aujourd'hui l'instauration d'une forme de clause de conscience pour les auteurs afin que plus jamais ce qui se passe chez Grasset et ce qui s'est passé chez Fayard ne puisse se reproduire? Hâte d'avoir la réponse de la Le ministre. ministre de la Culture. Alors, Merci, on Monsieur va le perdre ses Président, spaghettis. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente. Vous évoquez Non, fort Monsieur le Président. justement l'émotion des derniers jours à la suite des bouleversements qu'a connus l'une des grandes maisons d'édition françaises dont le prestige est inscrit dans notre histoire littéraire, la Maison Grasset. Cette émotion nous dit l'attachement de notre pays au livre et à l'écrit que nous sommes d'autant plus déterminés à défendre qu'ils opposent le temps long et la réflexion à l'immédiateté des écrans. Les grands éditeurs font les grands auteurs parce qu'ils les voient naître et accompagnent leur talent. Ils font la grandeur et la qualité des maisons d'édition. Le pluralisme de celles-ci, l'indépendance des éditeurs sont la garantie de la liberté des écrivains. Il est donc légitime de s'interroger sur la rupture du lien entre les auteurs et leurs maisons d'édition quand la politique éditoriale est brutalement modifiée. Vous avez suggéré que la clause de conscience inspirée de celle qui s'applique aux journalistes puisse s'appliquer aux droits d'auteur. Certains évoquent la clause de cession, sans présumer des conclusions qui seront juridiques notamment, qui seront apportées à ces propositions. Je pense qu'il faut ensemble que nous continuions à étudier ces pistes qui protégeront éditeurs et auteurs. Et d'ailleurs, je me réjouis que le groupe Les Indépendants ait demandé l'inscription de la proposition de loi relative au contrat d'édition déposée par vous-même et la sénatrice Darcos, que je remercie en même temps que vous. Merci. Madame la Présidente, vous avez quelques secondes. Merci, Madame la Ministre. Je prends vos propos comme une invitation à travailler. Et je prends vos propos comme l'idée que vous soutenez cette forme de clause de conscience. J'en suis ravie. Nous allons vous faire des propositions et j'espère vraiment que le gouvernement soutiendra ces propositions. Le travail est devant nous et j'espère en tout cas, Madame la Ministre, que pour les auteurs d'abord, mais pour les éditeurs, vous serez à nos côtés. La parole est de notre collègue François Bonhomme pour le groupe Les Républicains. Toujours les Républicains.
Madame la ministre de la Transition écologique, je souhaite vous interroger sur les conditions de nomination de Madame Anne Lestrade au poste de la direction générale de l'OFB. Encore ? Cette nomination a suscité la stupeur, notamment dans le monde agricole. Je rappelle que son parcours et ses prises de position traduisent une vision militante de l'écologie, notamment sur la question de l'eau, très éloignée des réalités agricoles. Interrogé par notre collègue Duplomb, vous avez indiqué qu'une enquête administrative avait été diligentée afin d'éclairer sur les conditions de cette nomination. On avait suivi ça à l'époque. Vous venez récemment de considérer que la procédure était régulière et que le dossier était désormais clos. Dès lors, au-delà de cette régularité formelle, pouvez-vous nous indiquer en quoi cette nomination garantit l'impartialité, la neutralité et la capacité de dialogue attendue d'un établissement public placé sous l'autorité de l'État? Ah mais on les connaît, hein. Le militantisme de gauche c'est non, par contre le militantisme de la FNSEA, bien sûr en charge des relations avec le Parlement, M. Panifous. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonhomme. Donc je vous prie de bien vouloir excuser Madame la ministre de la Transition écologique, souffrante, qui m'a prié de répondre en son nom. Vous interrogez sur la nomination de la directrice générale déléguée de l'Office français de la biodiversité chargée de la mobilisation de la société. Le gouvernement a souhaité s'assurer que le processus de recrutement s'était déroulé dans la plus grande neutralité suite à l'interrogation que cela a pu soulever et vous vous en faites, merci, et vous vous en faites le porte-parole aujourd'hui, monsieur le sénateur. C'est pourquoi le Premier ministre a saisi le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable et l'Inspection générale de l'administration pour faire la lumière sur les modalités de son recrutement. Cela a donné lieu à un rapport dont vous me demandez aujourd'hui la publication ou des informations. Comme vous le savez, ce rapport porte sur une situation qui est individuelle. À ce titre, il n'a pas vocation à être publié. Pour autant, je peux vous dire, en effet, qu'il n'y a pas ici d'irrégularité. Les procédures de recrutement doivent être transparentes, robustes, impartiales, à l'OFB comme ailleurs. L'OFB est un opérateur important pour la protection de l'environnement. Il importe désormais de pouvoir assurer un climat de travail serein aux équipes pour qu'elles puissent mener à bien leur mission de préservation de la biodiversité. Pour cela, l'OFB doit être un interlocuteur de confiance, monsieur le sénateur, auprès des agriculteurs, vous les avez cités, des chasseurs, mais aussi des ONG. Et je puis, pour terminer, vous dire que le Premier ministre recevra prochainement la Fédération des chasseurs. Je vous remercie. Monsieur Bonhomme. Oh, la réponse, là, derrière. Monsieur Bonhomme. Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur le caractère vaseux, du caractère individuel qui empêcherait d'avoir toute explication. En revanche, je voudrais dire aussi quand même que la question demeure totalement sur cette nomination. Pourquoi avoir diligenté une enquête sur une nomination décidée par le gouvernement lui-même? Pourquoi lancer une enquête si tout était clair dès le départ? Je rappelle qu'elle avait c'est vous qui l'avez demandé l'enquête. Une enquête administrative pour faire toute la lumière sur cette nomination. Et pourtant aujourd'hui, elle classe l'affaire sans autre forme de procès, elle referme le dossier. Or, le gouvernement lui-même et elle-même affirmait vouloir renouer le dialogue et créer un climat de confiance avec le monde agricole. Il est donc illusoire, je crois, de créer un climat de confiance avec le monde agricole en nommant une telle personnalité, une militante déguisée en haut fonctionnaire, qui cristallise autant de tensions, une doctrinaire de c'est pareil avec Laurent Duplomb, un militant déguisé en sénateur. De l'écologie d'Extinction Rébellion, et qui se fait le propagande et l'adepte de la désobéissance civile, et pour finir, qui considère chaque agriculteur comme un délinquant en puissance. J'ajoute, Madame la ministre, une suggestion. Ne vous privez pas de nommer Greta Thunberg au ministère des Transports ou Assa Traoré au ministère de l'Intérieur. Ce serait une bonne idée en vrai. La parole est à notre collègue Ludovic et pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. J'aimerais, en préambule, si vous me le permettez, associer à mes propos bon nombre de mes collègues sénatrices et sénateurs de circonscription viticole. Oui, mais Monsieur le ministre, ne les liste pas, la France, s'il te plaît. vitrine mondiale des vins d'exception, fragilise actuellement ses propres racines viticoles. En effet, le 16 avril dernier, l'ANSES a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État afin que la plus haute juridiction administrative du pays l'autorise à restreindre, voire à interdire, l'usage du cuivre dans le traitement de la vigne. Ce recours suscite une profonde inquiétude dans la profession,
somme toute légitime, car c'est tout simplement le destin de 58 000 exploitations viticoles qui est en jeu. Bon, vous le savez, je vais refaire comme à l'Assemblée nationale. Ça fait 15 ans qu'ils sont au courant. On leur demande de préparer un moyen de s'adapter parce que ça va arriver. Elle est une identité, un héritage, mais aussi une fierté. Derrière chaque rang de vigne, il y a des femmes et des hommes engagés, des professionnels exigeants, qui ont su faire évoluer leurs pratiques en bio et en biodynamie, en divisant par 10 les intrants cupriques ces 50 dernières années. Ces pratiques témoignent d'une écoute, d'un professionnalisme et d'une responsabilité environnementale qui méritent aujourd'hui d'être saluées. Dans ce contexte déjà tendu, toute restriction supplémentaire placerait ces exploitations engagées en viticulture biologique dans une situation d'insécurité majeure. Car le cuivre demeure, qu'on le veuille ou non, l'un des seuls moyens efficaces pour lutter contre les maladies fongiques de la vigne et en particulier le mildiou. Monsieur le ministre, le problème n'est pas tant l'interdiction ou la restriction de certains produits, mais bien l'absence d'alternatives efficaces pour assurer la survie de nos viticulteurs. On leur a donné des années. Ce n'est pas accompagner une transition, c'est mettre en péril une production. Faut une transition de combien? De 4 millénaires? Monsieur le ministre, pouvons-nous fragiliser une filière entière sans lui offrir de solutions crédibles? Quelle garantie le gouvernement peut-il apporter aujourd'hui à nos viticulteurs pour sécuriser leurs pratiques, accompagner la transition technologique et environnementale, tout en évitant une déstabilisation brutale de la filière, notamment biologique? Il faut conclure. Monsieur le ministre, nos viticulteurs ne demandent pas de passe-droit et encore moins de statu quo. Ils demandent de la visibilité, du temps et des alternatives concrètes, car une transition réussie ne se décrète pas. Elle se bâtit dans l'accompagnement et l'innovation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, par contre, Gérard, c'est pas la peine de s'énerver comme ça en première sommation, avec 20 secondes de retard. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Il n'y a rien qui va au Sénat aujourd'hui. L'agriculture retenue en commission. Je vous le dis. Justement sur le texte projet de loi. Ça va être bien la niche des écologistes. Agricole, je répondrai donc en son nom. Vous nous interrogez sur un sujet pour lequel nous connaissons votre engagement, votre implication, et nous mesurons pleinement l'inquiétude exprimée par la filière viticole, en particulier la filière biologique, à la suite des décisions rendues par l'ANSES en juillet dernier concernant les produits à base de cuivre. Le cuivre demeure un outil essentiel de protection des cultures, vous l'avez dit, notamment contre le mildiou. C'est pourquoi l'Union européenne a renouvelé son approbation jusqu'au 30 juin 2029, tout en encadrant plus strictement les conditions d'usage. Les décisions de l'ANSES s'inscrivent dans ce cadre. À l'exception du houblon, au moins un produit reste disponible pour chaque usage antérieurement autorisé. En viticulture biologique, 2 autorisations ont été renouvelées et les produits non renouvelés restent utilisables jusqu'au 15 janvier 2027 grâce au délai de grâce. Face aux difficultés concrètes rencontrées par les producteurs, la ministre de l'Agriculture agit sur plusieurs leviers. Les metteurs en marché ont été invités à déposer des demandes de modification des conditions d'emploi afin de mieux adapter les autorisations aux pratiques agricoles. Le décret du 8 juillet dernier renforce également la procédure de reconnaissance mutuelle pour mieux prendre en compte les spécificités françaises et accélérer l'instruction des dossiers prioritaires, notamment ceux relatifs au cuivre. Un guide national des bonnes pratiques d'utilisation sera publié prochainement. La recherche d'alternatives est également activement soutenue via le plan Parsada, dont les 50 millions d'euros ont été sanctuarisés pour 2026. Enfin, une réunion a rassemblé fin mars l'ANSES, les interprofessions, les représentants de la profession et les fabricants afin d'identifier des évolutions de dossiers répondant mieux aux besoins des producteurs. Une nouvelle réunion est prévue le 13 mai. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean Bachy pour le groupe Les Républicains. Avant-dernière question des Républicains. Merci, Monsieur le Président. Oula, dans le micro. Madame la ministre déléguée chargée de l'énergie, mes chers collègues. Dans le micro. Sur les règles fixées par l'État pour le rachat de l'électricité produite par les centrales à charbon reconverties à la biomasse, et en particulier sur le site de Gazelle Énergie à Gardanne, en région sud. Le gouvernement a fait des choix qui déséquilibrent profondément toute la filière pour un gain énergétique pourtant marginal, à peine 0,13% de notre mix national.
Je m'appuie ici sur le rapport de la Cour des comptes du 26 février 2026 qui critique très sévèrement les conditions dans lesquelles l'État a accompagné ces conversions bas carbone. Il souligne surtout que la responsabilité de l'État est désormais engagée dans plusieurs contentieux en région Sud et Occitanie, notamment avec Fibre Excellence à Tarascon et Saint-Gaudens, au titre d'une rupture manifeste d'égalité entre acteurs économiques. En effet, vous apportez à Gazelle Énergie une aide indirecte via un prix de rachat de l'électricité très supérieur aux recommandations de la Commission de régulation de l'énergie. 260 € le mégawattheure contre 190 € pour les autres opérateurs. Une telle différence crée une distorsion de concurrence que rien ne peut justifier durablement. Vous achetez la paix sociale face à des tensions historiques autour du site de Gardanne, mais cela ne peut se faire au détriment du principe d'égalité et de la cohérence de notre politique énergétique et forestière. Les effets sont déjà là. Une captation massive des ressources en bois, une hausse des coûts pour l'ensemble de la filière, un détournement de la matière première des usages essentiels comme le bois d'œuvre et surtout une fragilisation croissante des réseaux de chaleur portés par les collectivités locales. Madame la ministre, ma question est donc simple. Le gouvernement entend-il rétablir des règles équitables entre les opérateurs et sécuriser durablement la filière bois ? Ou assume-t-il de créer une situation de monopole qui déséquilibre aujourd'hui profondément nos territoires? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée charge de l'énergie, Madame Bréjon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Il n'y a aucun monopole dans la politique qui est menée énergétique, qui est menée par l'État. En revanche, il y a évidemment, et c'est bien normal, la volonté d'accompagner la conversion des centrales à gaz et des centrales à charbon, parce que, et vous le savez très bien, derrière, ce sont des emplois, derrière, ce sont des salaires, et donc au-delà des enjeux énergétiques, c'est le cas à Gardanne, c'est le cas à Saint-Avold, il y a des enjeux sociaux qui sont extrêmement importants. Et donc, on l'a fait, on continuera à le faire. La centrale de Cordemais, par exemple, sera fermée et remplacée par une usine Framatome. La centrale de Saint-Avold entame une conversion au gaz qui devra obtenir une rémunération via le mécanisme de capacité. Et effectivement, la centrale de Gardanne a été convertie à la biomasse dans les années 2010. Suite à l'augmentation importante des prix auxquels la centrale a fait face en 2022-2023, vous en avez parlé, la loi de finances pour 2024 a permis de revaloriser le tarif d'achat de la centrale. Ça faisait suite aux augmentations qui étaient advenues par le passé. Donc ce nouveau tarif d'achat a été construit pour refléter fidèlement les coûts de la centrale biomasse. Afin de s'assurer que cette situation de juste rémunération perdure, la loi prévoit que le tarif soit révisé tous les 2 ans et tous les 2 ans à la hausse ou à la baisse sur la base d'une analyse des coûts de la centrale qui seront réalisés par la commission de régulation de l'énergie par la CRE. Et donc il y a une prochaine analyse qui est attendue d'ici à la fin de l'année. L'objectif c'est de permettre à l'outil de production de fonctionner et donc de trouver un équilibre économique sans jamais, et c'est absolument pas l'objectif, créer de monopole, pour reprendre le mot que vous avez employé. Jean Bachy. Très technique comme question, n'empêche. Merci Madame la Ministre. Que ce soit clair dans mon esprit, il ne s'agit pas de tuer Gazelle Énergie. Au contraire, la filière en a besoin. Mais pour sauver le soldat CGT, vous détruisez une filière au bois que nous avons mis 15 ans à construire. Oh là, mais c'est quoi pourquoi la CGT se prend une balle perdue là? La parole est à notre collègue Sébastien Fagnin. Non, c'était bien une question des LR. Écologiste et républicain. Le retour des socialistes, c'est leur dernière question en plus. Pourquoi la CGT s'est pris une balle perdue? Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le 17 avril dernier, à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, un lycéen de 15 ans est décédé sur son lieu de stage. À cet instant, en associant mon collègue Denis Boide, je voudrais témoigner de notre peine et de notre solidarité à la famille du jeune Calvin. Malheureusement, ce drame n'est pas isolé. Ils sont 5 mineurs à avoir perdu la vie l'an dernier durant un stage. Parmi eux, Axel Dartenay, élève au lycée Curie-Corot de Saint-Lô dans la Manche. Axel a perdu la vie le 18 juin 2025 lors d'un stage obligatoire de seconde. Depuis cette tragédie, ses parents n'ont cessé d'alerter sur les risques encourus durant ces stages insuffisamment encadrés. Ils vous ont interpellé, et nous, parlementaires de la Manche, avec eux. En vain. À leur détresse, un insupportable silence fut opposé. Monsieur le ministre, c'est à eux que je pense aujourd'hui et à leurs alertes jusqu'à présent ignorées. J'aurais aimé que vous les entendiez avec toute la considération nécessaire face à l'insondable douleur de la perte d'un enfant. Car l'encadrement, l'accompagnement et la sécurité des élèves durant ces stages doit être une priorité absolue de votre ministère, autant
que le bien fondé de leur finalité pédagogique. Or, les ajustements dernièrement annoncés apparaissent insuffisants et inadaptés à la réalité vécue par les élèves et leurs familles, notamment les inégalités créées par la recherche d'un stage. Monsieur le ministre, à quelques semaines de l'immersion dans le monde professionnel de milliers d'élèves durant ces stages, quelles mesures concrètes entendez-vous réellement prendre afin de pleinement garantir leur sécurité pour que plus aucun parent, comme ceux de Axel et de Calvin, n'ait à pleurer la mort de leur enfant après l'avoir déposé sur son lieu de stage? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, La question est Édouard parfaite. Geffray. Et la réponse va être sans empathie aucune. Monsieur le sénateur Fagnan. D'abord, Carte évidemment, scolaire, et comme vous, hein. et je vous remercie de l'avoir fait, et au nom du gouvernement, je m'associe à la peine de la famille, des proches et de la communauté éducative, puisque pour nous, vous le savez, hein, la pire chose qui puisse arriver, c'est la mort d'un élève. Dit-il sans j'associe émotion. évidemment à mes pensées les parents du jeune Axel, que j'ai bien prévu de rencontrer. Ils sont actuellement contactés par mon cabinet pour voir s'ils souhaitent que nous puissions échanger. Sur le fond, il faut distinguer, je vous remercie d'ailleurs du choix des mots que vous avez pris, le principe même du stage d'observation et ses modalités. Le principe d'un stage d'observation, c'est que c'est une observation, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir aucun geste professionnel. Nous avons entre les élèves de seconde et les élèves de troisième 1 400 000 élèves qui font chaque année un stage d'observation. Et ce qui s'est passé en l'espèce est évidemment absolument incompatible avec ça. Aucun jeune n'a vocation à se retrouver sur un chariot élévateur, et à vrai dire, même aucun adulte qui n'aurait pas une habilitation spécifique pour le faire. Donc il y a une situation propre à l'entreprise qui peut jouer une enquête pénale et d'une enquête de l'inspection du travail. Sur la prochaine campagne, si je puis dire, de stage de seconde, nous avons diligenté avec Jean-Pierre Farandou une mission flash de nos deux institutions respectives pour consolider le cadre juridique et nous assurer que et les entreprises et les élèves soient effectivement sensibilisés avant de partir en stage à la nécessité d'en rester à un statut d'observateur et bien sûr à ne pas pénétrer dans des lieux, des espaces de l'entreprise qui seraient susceptibles de comporter un danger quelconque pour l'élève. Mais au prix de ces mesures, qui seront donc applicables dès le mois de juin, je crois qu'il faut aussi nous en tenir au fait que s'il n'y avait pas de stage aujourd'hui, le niveau d'ambition, le champ des ambitions de nos élèves, au sens étymologique du terme, ambition, c'est regarder autour, ne serait pas le même. Et on ne pourrait pas parler d'égalité des chances dans les mêmes termes. Je vous remercie. Alors ça, c'est de la connerie en bas. Monsieur le ministre, je regrette sincèrement qu'il ait fallu un nouveau drame dans le Gard pour que, enfin, près d'1 an après, il y ait une réponse digne faite à la famille du jeune Axel pour qu'il soit enfin entendu et reçu par vous-même, j'espère, non pas par vos services, pour qu'il puisse témoigner non seulement de la douleur qui est la leur, mais des propositions concrètes qu'ils font pour que plus jamais aucun drame, comme à celui de Bagnols-sur-Cèze il y a quelques jours, ne puisse se reproduire. Je vous remercie. Ah bah des contrôles, il n'y en a pas. Ça a été avoué tout à l'heure, il n'y a pas de contrôle. Pour le groupe Les Républicains. Allez, dernière question des Républicains pour aujourd'hui. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la ministre, qualifié, comme vous le sénateur de savez, les Moselle. maladies cardiovasculaires sont responsables de plus de 140 000 décès par an en France. Deuxième cause de mortalité et surtout première chez la femme, la santé cardiaque reste le parent pauvre de l'action publique, tandis que la communauté médicale cardiologique et les associations de patients unissent leurs efforts depuis des décennies aussi bien que possible pour faire face à ce fléau et ses conséquences. Récemment, la Commission européenne s'est emparée de ce dossier et a lancé un plan dit Plan Cœur visant à promouvoir la prévention, la recherche et l'innovation. Cette initiative historique est déjà adoptée par plusieurs pays européens. À quand notre tour? Madame la ministre, tous les acteurs vous attendent et sont aujourd'hui en ordre de marche. Tout d'abord, à notre initiative, les instances de la communauté cardiologique et les associations d'usagers se sont fédérées autour d'un projet qui est en cours de rédaction et qui sera présenté à notre 3e réunion prévue ici au Sénat en juin prochain. En plus, une proposition de loi consacrée à la prévention cardiovasculaire de notre collègue député Neder a été adoptée récemment à l'Assemblée nationale et est déjà transmise pour examen au Sénat.
Elle constituera une première pierre d'un édifice plan-cœur associant prévention, parcours de soins, innovation, recherche et enseignement. Madame la ministre, ma question est double. Le gouvernement compte-t-il transformer l'essai en engageant un véritable plan-cœur français? Et si oui, pensez-vous, Madame la ministre, associer à son élaboration l'expertise des principaux acteurs aujourd'hui fédérés? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée Camille Gaillard-Minier. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Monsieur le sénateur Khalifé, la réponse à votre question va être oui. Vous avez, grâce à votre question, mis effectivement l'accent sur une circonstance et sur l'ampleur d'un enjeu qui est très très fort. Ce sont les maladies cardiovasculaires. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui elles causent plus de 140 000 décès par an. Vous l'avez rappelé aussi, c'est la première cause de décès pour les femmes et la deuxième cause de mortalité pour notre pays. Donc oui, le gouvernement agit. Le gouvernement agit puisqu'il y a une feuille de route nationale dédiée aux maladies cardiovasculaires qui est en train d'être élaborée. Elle sera présentée en fin d'année. Et pourquoi en fin d'année? Parce que pendant toute cette année, il va y avoir une méthode de concertation qui a été engagée par le ministère de la Santé avec l'ensemble des acteurs, vous l'avez rappelé, avec notamment le Conseil national des professionnels des cardiovasculaires, avec les patients, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes. Et monsieur le sénateur, vous montrez par votre question votre mobilisation. Vous avez rappelé aussi la mobilisation d'un autre parlementaire, celle de monsieur Neuder, avec la proposition de loi qui a été faite sur les maladies cardiovasculaires, qui a été soutenue par le gouvernement, qui a été soutenu par Madame la ministre de la Santé Rist. Et donc vous serez évidemment invité, ainsi que Monsieur Neuder, à participer à l'élaboration de cette feuille de route. Parlons, vous avez également évoqué le plan Safe Earth de la Commission européenne. C'est précisément dans ce cadre-là, pour rejoindre cette initiative européenne, que cette feuille de route sera élaborée et, comme je vous l'ai indiqué, présentée en fin d'année. Il convient également de parler de la prévention, parce que ces maladies méritent aussi une prévention appuyée pour éviter des décès. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises à la fois sur la consultation, et pour les femmes en particulier, la consultation longue durée dédiée à la ménopause, puisque c'est pour renforcer le repérage et les préventions des risques cardiovasculaires à un âge où on sait qu'il y a une certaine fragilité. Et puis aussi le programme national Nutrition Santé, on sait que ça passe par la nutrition, et on sait aussi que ça passe par le sport, et enfin le bilan prévention. L'ensemble de ces actions vous montre que c'est notre ambition est de construire une réponse collective à la hauteur de l'enjeu de santé publique. Je vous remercie. Khalifé. Merci Madame la Ministre pour votre réponse qui me semble particulièrement positive, mais je n'ai pas une réponse très claire concernant les fédérations et institutions cardiologiques qui, à ce jour, n'ont jamais été invitées à vos réunions. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Vincent Capo-Canellas pour le groupe de l'Union centriste. Allez, notre dernière question du jour. C'est le moment ou jamais pour la prédiction. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, on parle beaucoup à juste titre de la question du prix des carburants. Je voudrais aborder la question de notre approvisionnement. Patrick Pouyanné, PDG de Total, a déclaré que si le conflit en Iran dure encore 2 ou 3 mois, nous entrerions dans une pénurie énergétique. Cette déclaration a créé une inquiétude légitime chez nos compatriotes s'agissant de l'approvisionnement en carburant. Pouvons-nous nous passer durablement de 20% Surtout que Pouyanné, il se fournit pas en Iran, mais bon, nos compagnies aériennes, low cost pour la plupart, ont annoncé annuler des vols, essentiellement, cette fois, en raison du doublement du prix du kérosène. Mes questions sont simples. Quelles mesures prenez-vous ou envisagez-vous de prendre pour garantir l'approvisionnement de nos compatriotes en carburant? Et s'agissant du kérosène et du transport aérien, avez-vous des inquiétudes par rapport à son approvisionnement? Quelles mesures envisagez-vous en concertation avec des acteurs de ces filières? Nos compatriotes sont légitimement inquiets. Pour répondre, la parole est dans sa question, ministre de l'économie et de la souveraineté énergétique. Salut les jeunes. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Capo-Canellas, merci pour votre question qui permet de faire le point sur l'enjeu majeur dont vous parlez, qui est celui des approvisionnements. Il y a des régions du monde aujourd'hui où on manque d'essence, où on manque de kérosène, c'est l'Asie, avec des mesures de restriction fortes qui ont été prises. Le Japon, pour fixer les idées, a libéré 80 millions de barils de ses stocks stratégiques. Il y a des enjeux d'approvisionnement. Ce n'est absolument pas le cas, ni en France, ni en Europe aujourd'hui, sauf en Italie sur le gaz. Vous pouvez être rassuré sur ce point. Évidemment, nous suivons
la situation de très près au mois le mois, parce que bien malin qui sait dans quel état, j'allais dire, sera le monde, sera le Golfe et sera le détroit d'Ormuz dans 1 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois. Et donc il faut adapter nos réponses à l'évolution. J'avais eu l'occasion de dire fin mars que nous n'aurions aucun enjeu d'approvisionnement au mois d'avril, ça a été le cas. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que pour le mois de mai, nous ne sommes pas non plus inquiets. Vous nous interrogez sur la coopération, la coordination avec l'ensemble des acteurs. Nous évoquons avec eux la situation, que ce soit des metteurs en marché, des clients comme les compagnies aériennes ou les aéroports. Pas d'inquiétude pour le mois de mai. Au-delà, évidemment, vous savez qu'on a des marges de manœuvre pour, au cas où des enjeux d'approvisionnement viendraient à se faire jour, y répondre. On a des stocks stratégiques. Aujourd'hui, on n'y a pas touché du tout en ce qui concerne le kérosène, moins de 2 millions de barils dans l'ensemble, sur près de 100 millions de barils au total. Donc on peut évidemment répondre à d'éventuels enjeux d'approvisionnement sur la durée, pas d'inquiétude non plus. Pour autant, vous le dites, du côté des compagnies aériennes, un certain nombre de questions commencent à se poser avec mon collègue Philippe Tabarot, ministre des Transports, que vous connaissez bien, qui est actuellement au Conseil des transports européens en Chypre. Dès son retour, nous avons prévu de rencontrer les compagnies aériennes pour faire le point sur l'ensemble des enjeux à l'approche des vacances qui vont se poser, les volumes, les prix, les politiques d'annulation, le respect et la protection des consommateurs. Tout ça sont des enjeux très importants qu'on ne manquera pas d'aborder avec eux. Monsieur Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre réponse. Nous mesurons les difficultés. Nous appelons, bien sûr, à maintenir cette mobilisation vigilante dont vous nous faites part sur ces sujets d'approvisionnement en carburant qui sont essentiels. Pour l'aérien spécifiquement, il y a un effet prix, vous l'avez relevé vous-même, avec un doublement du prix du kérosène, qui fait que les compagnies n'ont plus tellement intérêt à faire voler sur certaines destinations. Il y a peu de leviers pour elles. Je pense qu'il y a des sujets européens à regarder là-dessus. Un certain nombre de mesures techniques peuvent être envisagées pour permettre aux compagnies d'absorber cette crise et permettre globalement que nous rassurions nos compatriotes pour les trajets de l'été. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h35 pour les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de la liberté. La séance est suspendue. Et voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère qu'elle vous aura plu, YouTube. Bon, un Sénat qui s'est calmé après, mais c'était quoi ce début-là ? Il y avait encore une fois des questions bizarres, des réponses bizarres, des interventions étranges. Bref, je comprends de moins en moins le Sénat. Je suis finalement presque heureux de plus me porter candidat pour être sénateur en 2026, parce que là, j'ai du mal avec le Sénat. Il y a eu des questions très intéressantes, des questions précises, j'ai pu l'expliquer. Et puis bien sûr, encore une fois, la question de la situation de l'agriculture qui moi, commence vraiment à m'énerver. Le coup de il faut rien interdire parce qu'on refuse de se préparer à l'avenir, on préfère faire la politique de l'autruche. Ça vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais tant pis, c'est comme ça. Bref, YouTube, j'espère que tu auras apprécié cette VOD. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, partager, etc. Vous connaissez la musique. Je rappelle encore une fois, avant de terminer la VOD, que si vous voulez voir plus de Sénat, justement... Je rappelle que du coup, le jeudi 7 mai de 9h à 13h, nous serons en direct du Sénat pour suivre la niche écologiste, la niche sénatoriale du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, où pendant toute la matinée, le groupe écologiste va avoir la main sur l'ordre du jour pour tenter de faire passer ses propositions de loi. On pourra suivre ça ensemble, voir un petit peu ce que ça donne, et voilà, pour donner un petit peu de lumière à ces journées d'initiative parlementaire. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. À demain sans faute. Ciao tout le monde.